bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi. Le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée. En l'occurrence, on fera le bilan des 2 dernières semaines puisque je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Et ensuite, les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Mais là, vous allez voir, on va vite passer dessus parce qu'il n'y a pas énormément de livres qui ont rejoint ma palle. Pour la simple et bonne raison que je me pose un petit peu. Bon, déjà, c'est après Noël, hein, donc des livres, il y en a eu. Et en plus de ça, bon, bah, j'ai des petits achats à faire. J'aimerais bien m'acheter un petit appareil photo, peut-être pour essayer justement de régler le problème du son, du décalage son avec l'image que j'ai à chaque fois que je fais avec les programmes sur Mac, ou encore de pouvoir présenter des vidéos, pas des vidéos, mais des recettes des recettes sur le blog en filmant ou en photographiant chaque étape de la recette. Voilà, donc je suis en train de me tâter, j'aimerais bien aussi changer de téléphone. Donc tout ça, ben, vous verrez bien dans les prochaines semaines ce qu'il en sera. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que, eh bien c'est pas ça, mais il y a quand même quelques livres dont j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. Alors la semaine dernière, je vous quittais, j'étais en train de lire La famille Beauchamp, le tome 1, Les sorcières de Northampton de Mélissa de la Cruz, paru aux éditions Orbit. Alors, je n'ai jamais lu Mélissa de la Cruz et pourtant j'ai les 4 premiers tomes de la saga des vampires de Manhattan qui croupissent dans ma palle depuis Dieu sait combien de temps. Je me souviens que j'avais au tout début du blog, j'avais posté une vidéo de ma palle urgente, genre les bouquins que j'allais lire les semaines à venir. Et il y avait le premier tome des vampires de Manhattan qui était dedans. Voilà, ça peut vous donner une petite idée. Et donc quand j'ai vu ce premier tome, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire connaissance avec l'auteur et peut-être que lire ce premier tome me donnera envie de lire Les Vampires de Manhattan. Et bah, ce fut le cas. Donc pour vous parler de l'histoire, donc on suit 3 sorcières, une maman, donc Johanna et ses 2 filles, Freya et Ingrid, qui vivent dans une petite maison, sur une petite ville, dans une petite île de Northampton, donc qui se situe euh, près de New York, enfin dans l'océan Atlantique, forcément, et qui est vraiment très très tranquille. Elle est protégée par une sorte de je ne sais pas trop quoi, mais il y a un truc magique sur l'île qui la protège un petit peu d'être repérée ou quoi par avion par exemple, qu'il y ait trop de touristes dessus, enfin bref voilà, c'est vraiment un petit coin tout reculé où on est très tranquille. Et sur cette petite île vivent nos sorcières qui ne pratiquent pas la magie, pas parce qu'elles en ont pas envie, mais juste parce qu'il y a eu quelques siècles auparavant la restriction et qu'on leur a dit qu'elles ne pouvaient plus utiliser leur pouvoir magique. Mais voilà, plus le temps avance, plus elles se disent que c'était il y a longtemps et que peut-être que maintenant, si elles faisaient de la magie, ça ne poserait pas de problème. Et Freya va commencer, va ouvrir le bal et elle va vouloir aider une des clientes de son bar. Et puis Ingrid va la prendre. Ingrid va vouloir aider une de ses collègues au travail, puisqu'elle travaille dans la bibliothèque. La maman va la prendre, elle va aussi vouloir utiliser la magie pour notamment rattraper une tarte qu'elle avait trop cuite. Et les filles vont commencer comme ça à utiliser leur magie en se disant, de toute façon, il n'y a personne qui vient nous dire quoi que ce soit, donc c'est pas trop grave. Sauf qu'évidemment, de plus en plus de gens apprennent que les sœurs aident les gens, notamment chez Ingrid qui est obligée de faire une permanence pendant son heure de repas parce que les gens viennent la consulter en leur disant, voilà, j'ai mal là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et à ce moment-là, des événements tragiques vont se passer sur l'île. Il y a plusieurs choses qui vont commencer à partir dans tous les sens. Et forcément, on cherche un coupable. Et qu'est-ce qui va se passer? On va pointer les sorcières du doigt. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire du premier tome. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue. Voilà, au début, je trouvais que c'était un petit peu longuet, ça mettait un petit peu de temps à rentrer dedans, et j'aimais pas trop le fait qu'on nous parle de la restriction, et qu'on nous dise pas ce que c'est. Ça m'a gavé. Je dis, quand on utilise un terme aussi souvent au début d'un roman, on n'attend pas la fin du roman avant de l'expliquer. Parce que moi, ça a le don de me hérisser le poil, je suis pas patiente, et j'aime bien de savoir. Donc ça m'a un petit peu énervée, mais voilà, une fois que je suis rentrée dans l'histoire, je dois dire que j'ai vraiment apprécié. J'avais vraiment hâte de voir ce qui allait se passer, de voir comment les choses allaient évoluer, d'en apprendre plus sur la mythologie des sorcières, que j'ai d'ailleurs trouvé assez spéciale à certains moments, et j'espère vraiment que ce sera plus approfondi dans la suite, parce que voilà, ça restait encore un peu vague sur certaines choses. Alors, ce qui m'a moins plu dans l'histoire, c'est la fin, parce que la fin, j'ai trouvé qu'elle était bâclée au possible. Vous avez une intrigue qui monte crescendo, en suspense, on se demande vraiment ce qui se passe, ce qui se cache derrière ces étranges phénomènes, et surtout, est-ce que les sœurs sont responsables ou pas.
Et au moment où tout ça vient à péter, non seulement j'ai trouvé que les sœurs, qui pendant toutes les 3 quarts du livre se demandaient ce qui se passait, comprenaient un peu trop vite ce qui se passait en réalité, mais qu'en plus de ça, le dénouement, ça se joue en 3 mouvements, c'est beaucoup trop facile, beaucoup trop simple, alors qu'on laissait suggérer que ça allait vraiment péter, tellement c'était quelque chose de très très fort. Donc j'ai été assez déçue de la fin. Cela dit, les dernières pages ont relevé le niveau puisque un personnage qui arrive, personnage dont on nous a parlé dans tout le roman, et ça laisse présager des bonnes choses pour le tome 2. Alors au niveau du style, personnellement j'ai rien à en dire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est à la 3e personne du singulier, comme ça nous permet chapitre après chapitre de passer à Johanna, à Freya, à Ingrid. On ne reste pas que sur l'une des sorcières, on suit vraiment les 3. On voit toutes les 3 leur manière d'appréhender le fait qu'elles vont reprendre leur pouvoir, voir un petit peu comment aussi elles vont prendre les choses par rapport à tout ce qui va se passer. Et j'ai aussi aimé que l'auteur mette Salem, si vous voulez, dans le roman, parce que sorcière c'était considéré comme le mal incarné, et que chaque fois qu'on trouvait une sorcière, il fallait la brûler vive sur un bûcher. Et Salem est reconnue d'ailleurs pour ça. Et donc j'ai vraiment aimé qu'on en revienne à ça dans un roman du 21e siècle. Ça m'a vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé qu'il y ait un petit clin d'œil pour les vampires de Manhattan, puisqu'on parle des sangs bleus. Donc on n'aborde pas la mythologie, donc ceux comme moi qui l'ont pas lu, on se retrouve pas perdu, parce que ça c'est vraiment minime. Mais du coup ça m'intrigue et ça me donne envie de le lire. Donc voilà, moi ça a été une super découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Malgré la petite déception comme je vous l'ai dit, et je lirai le tome 2 avec plaisir. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'avais commencé Player One, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais voilà, je trouvais que le début du roman était un peu chiant à lire. Voilà, je me faisais vraiment chier, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis dit, si on continue comme ça, on part vers la panne livresque assurée. Et donc je me suis dit qu'au lieu de le lire en une traite et de me dégoûter, j'allais plutôt lire en petits bouts, 30 à 40 pages par jour, et lire un autre bouquin en même temps pour ne pas perdre mon rythme et pour rester donc dans la phase j'adore lire et je lis beaucoup en ce moment et je suis à jour dans mon challenge Goodreads. Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, moi j'aime bien de voir quand je suis en avance. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais lire, et là j'ai vu la vidéo d'Azilis, que vous avez certainement regardé aussi. Et Azilis nous parle des Hathaway, donc une saga de romance historique qui lui a fait chavirer son petit cœur. Et quand j'ai vu ses expressions et la manière dont elle parlait, je me suis dit il faut que je lise les Hathaway. Donc du coup, j'ai les tomes 1 et 2 là que j'ai lus. À la suite, je vous assure que j'ai eu envie de continuer et de lire les 5 tomes d'affilée, mais je me suis dit bon, tu fais durer le plaisir un petit peu, surtout que j'ai vu que sur J'ai lu, ils allaient republier la saga d'origine, puisque c'est un spin-off en fait, les Hathaway, et c'est le spin-off de la Ronde des Saisons. Voilà, donc il faudra aussi que je me le procure. Le tome 1 a déjà été réédité ce mois-ci, le tome 2 le mois prochain, et ainsi de suite. Et donc, les Hathaway, donc j'ai lu le tome 1, c'est Les Ailes de la Nuit, et le tome 2, c'est Les Treintes de l'Aube, et c'est signé Lisa K. Place, et je vais vous mettre les couvertures maintenant. Les Hathaway, donc saga de romance historique, comme je vous l'annonçais, donc ça parle de quoi? Eh bien, on suit une famille de 5, une fratrie de 5, en fait, un garçon et 4 filles, donc ils s'appellent Léo, Amelia, Winifred, Poppy et Béatrix. Et donc chaque tome est consacré à l'un des membres de la famille, donc de la fratrie. Et puis sur le côté, il y a également Méripan, qui fait partie de leur famille, qui est en fait un bohémien qui a été recueilli quand il était petit. Il avait été laissé pour mort par sa tribu bohémienne, et le papa de Hathaway l'a recueilli, l'a soigné, et puis après il lui a dit voilà, maintenant t'es libre de partir. Mais il est resté, et depuis il est fort attaché à la famille. On ne sait pas trop quelle est sa place, celle d'un ami ou celle d'un domestique, parce qu'il a un petit peu tous les rôles en même temps, même si les gens considèrent évidemment qu'il est à part, alors que les Hathaway considèrent qu'il fait partie de leur famille pleinement. Et donc au début de l'histoire, donc le premier livre est consacré à Amelia, qui est donc l'aînée des filles, la plus responsable. Elle essaye un petit peu
de contrôler la vie de tout le monde, parce que c'est une contrôle fric, Amélia, elle aime bien que tout aille dans son sens et comme elle l'a décidé. Et ce qui l'embête, eh ben, c'est que Léo, qui est chef de famille puisque leurs parents sont décédés, Léo qui est également le vicomte de je ne sais plus quoi, enfin il a hérité du titre de noblesse de la famille, il a hérité d'un domaine qui se situe dans la campagne anglaise, je ne vous passe pas les noms parce que ça ne me revient pas, comme ça on va dire qu'on oublie tout hein, quand on lit trop, mais oui je dois en avoir plein la tête, mais ça ne me revient pas. Et donc, notre Léo, bah, il est au 406e dessous. Il n'arrête pas de boire, il n'arrête pas de dilapider la fortune familiale. Il reste plusieurs jours sans donner de nouvelles. Et donc, au début du roman, eh bien, c'est avec Méripan, Amélia parcourt les bas-fonds de Londres pour essayer de remettre un peu la main sur son frère. Et là, elle va rencontrer Cam, qui est un bohémien, qui tient une maison de jeu. Et entre eux, il y a courant va passer, enfin il va passer plus du côté de Cam au début que du côté d'Amélia. Et entre-temps, bon, bah, ils vont décider avec la famille de Hathaway de partir à la campagne pour essayer un petit peu de requinquer Léo. Mais un fameux jeu de circonstances va faire que Cam va de nouveau se retrouver sur la route d'Amélia. Et on suit un petit peu la manière dont ils vont s'appréhender, la manière dont ils vont apprendre à se connaître, à craquer l'un pour l'autre. Et voilà quoi, et moi j'ai craqué. J'ai craqué, c'est une des plus belles romances que j'ai lues. J'ai tout aimé, j'ai aimé découvrir les personnages parce que même si on focalise l'attention sur Amélia dans le premier tome, les autres sont toujours là et on apprend à connaître Winifred, on apprend à connaître Poppy et on voit déjà aussi vers quoi on va vers les autres tomes. Et moi j'ai vraiment trop kiffé cette partie-là d'apprendre à connaître cette famille qui est vraiment rempli de personnalités très diverses. Bon, Léo, j'en parle pas parce que dans le premier tome, il m'a vraiment agacé. Amélia, qui est vraiment elle qui contrôle tout, qui décide de tout. Elle aime pas quand on fait pas ce qu'elle a dit. Enfin, voilà, tout le monde dit que c'est une vraie contrôle fric. Il y a Winifred qui est considérée un petit peu comme la petite. La petite à protéger, vous voyez, parce qu'elle a été malade, elle est les plus fragiles et compagnie, et donc tout le monde est autour d'elle. Puis il y a les deux plus petites, donc il y a Poppy qui a déjà une langue, voilà, elle dit clairement les choses comme elle pense, même à sa sœur. Et Béatrix qui est la plus jeune, qui est encore mineure, elle, et qui est toute mignonne et qui adore les animaux. Enfin, les animaux les plus bizarres, elle aime tout ce qui est rongeur, lézard et tout ça. Vous voyez, toutes ces petites bêtes que moi j'adore. Et Béatrix a aussi une petite manie que les autres vont essayer de lui faire passer suite au fait que leurs parents sont décédés coup pour coup, l'un après l'autre. Et voilà, j'ai adoré connaître ces personnages. J'ai aimé la relation Amélia-Cam. Cam m'a fait... j'en deviens toute rouge quand je parle de Cam parce que c'est vraiment le genre de personnage masculin pour lequel moi je craque complètement. Un côté hyper viril, hyper attachant, hyper protecteur, hyper tendre. Voilà quoi, enfin c'est Cam. Enfin voilà, premier tome que j'ai vraiment adoré. Et il y a juste quelque chose qui m'a gênée, c'est que je trouvais qu'à la fin, il y avait un élément surnaturel qui rentrait dans l'histoire alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Moi, je me trouve dans une romance historique, je m'attends pas à ce qu'il y ait un petit élément fantastique qui apparaisse là-dedans, donc ça m'a un petit peu gênée. Mais bon, c'était nécessaire pour la suite de l'histoire par rapport à Léo. Et donc dans le tome 2, donc, qui s'appelle L'étreinte de l'aube, là on suit Winifred et Méripan, donc, qui est donc, comme je vous ai dit, le garçon bohémien qui a été recueilli dans sa famille. Et déjà dans le tome 1, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça se joue comme ça. Et là, mais j'ai cru que j'allais devenir dingue. Ce tome, c'est encore pire que le premier. Là, pour le coup, c'est un coup de cœur. Parce que, je vous ai dit, on quitte pas les personnages du premier. Genre Amélia et Cam, moi je me dis, maintenant que leur sort est scellé, ils seront là comme dans la plupart des sagas, mais on n'entendra plus parler beaucoup d'eux. Ils auront vraiment un petit rôle. Mais là, non, ils ont encore un grand rôle à jouer. Et tout on se focalise aussi sur Winifred et Méripan. Et là, l'histoire, mais on devient fou. Mais je vous assure qu'on devient fou. On a envie de claquer Méripan et lui dire écoute, arrête de faire ça, arrête de dire ça, laisse-toi porter, laisse-toi aller. Il y a plein de rebondissements, plein de choses qui se passent et jusqu'à la fin on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va les avoir ensemble? Est-ce que ça va bien se finir?
Enfin bref, je suis passée par tout un panel d'émotions avec ce second tome et voilà. Et puis bon, par rapport à Léo, j'avais déjà une meilleure image de lui dans ce tome-là. Donc j'adore cette saga, il me tarde vraiment de lire la suite. J'ai déjà vu par rapport à Léo, je vois déjà vers quoi aussi on va, enfin j'espère pas me tromper. Poppy, bon ben là j'ai pas encore d'idée, Béatrix c'est encore la plus jeune, donc à mon avis elle ce sera le tome 5. Mais je vous recommande, si vous cherchez une bonne saga, une bonne romance historique, lisez les Hathaway. Bon, maintenant, il paraît qu'il faut lire la ronde des saisons avant. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais comme je dis, comme c'est de la romance et comme on sait généralement comment vont finir les histoires, même si vous vous spoilez d'abord en lisant les Hathaway, puisque vous avez déjà certains couples qui sont dans la ronde des saisons qui sont formés, moi, ça ne me gêne pas, puisque de toute façon, c'est de la romance, donc vous savez qu'ils vont finir ensemble. Enfin voilà, je vous le recommande et il faut absolument que vous lisiez les Hathaway. C'est chez J'ai lu et c'est comme ça. Alors après, vous vous dites, bon ben t'as enfin repris ton Player One. Ben non, que nenni. J'ai enchaîné avec une autre romance, mais qui s'apparente plus à de la chiclite. Il s'agit de 10 raisons d'être célibataire de Lindsay Kelk, paru chez Milady dans la collection Grande Romance. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est bien simple. Si j'avais eu ce roman quand j'étais célibataire, je pense que ça aurait été mon roman doudou. Voilà, il faut savoir que quand j'étais célibataire, moi j'avais un film doudou. J'ai lu le livre aussi, mais je préfère le film. Et quand j'étais déprimée par mon célibat et que je pleurais sur mon sort parce que j'étais toute seule et que j'avais pas de chéri à qui faire des câlins, qui pourrait me réconforter, me faire des mamours et tout ça, eh bien je regardais ce film-là et c'était Bridget Jones. Forcément, c'est le film des célibataires. Et quand j'ai commencé ce bouquin-ci, eh ben, j'ai trouvé qu'on retrouvait une ambiance à la Bridget Jones et que ce livre aurait été vraiment le livre doudou parfait pour moi en tant que célibataire. Voilà, maintenant je l'ai apprécié en tant que couple et je ne dis pas que j'ai envie d'être célibataire après l'avoir lu parce que non. Même s'il y a des bons côtés à être célibataire, rien ne remplace un chéri dans son lit. Voilà, ça c'est dit. Alors, l'histoire, eh bien, on suit Rachel Summers, qui est dans une relation très longue durée avec son amoureux qui s'appelle Simon. Et ils ont acheté un appartement ensemble, ils projettent de partir en vacances, enfin bref, elle attend qu'une chose, c'est qu'il lui propose le mariage et de faire des enfants. Pour elle, toute sa vie est tracée, c'est avec Simon qu'elle fera sa vie. Sauf que Simon en a décidé autrement. Et un soir, alors que rien ne disposait une telle bombe, Simon lui annonce qu'il en a assez, qu'il a besoin de faire une pause. Et donc là, elle va dire, bon, ben, moi je comprends pas trop pourquoi on a besoin de faire une pause, mais tu veux en faire une, ok, on rebondira mieux après. Et donc il va dormir dans la chambre d'amis, il va même déménager quelque temps chez des amis, et comme il a une vie professionnelle qui l'amène à partir souvent, bah, ça pose pas trop de problèmes. Pendant 4 semaines, il ne se voit quasiment pas, ou quasi pas du tout d'ailleurs. Et donc après 4 semaines, Rachel commence à en avoir ras-le-bol de cette pause, elle aimerait bien que son chéri retrouve un peu sa place dans son lit. Et elle va aller le trouver dans une boîte, elle sait qu'elle va là avec ses copains quasiment toutes les semaines, et elle va lui dire, écoute Simon, j'en ai marre de cette pause, voilà, j'attends qu'une chose, c'est que tu reviennes à la maison. Et là, il va lui balancer, oui, en fait, j'aurais pas dû m'exprimer comme ça, c'est pas une pause, moi, que je veux, c'est qu'on se sépare, parce que je me suis rendu compte que t'étais pas la bonne. Voilà. Mais bon, au début du roman, vous allez voir, il va se passer d'autres trucs, au tout début, avec Simon. Et moi, j'ai trouvé que la manière dont le gars se débarrasse de sa copine après 5 ans, j'ai dit, mais quel mufle, quel connard. D'ailleurs, pour le coup, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait, donc écrire Simon est un connard sur ses murs. Je pense que j'aurais pu faire pareil, parce que là, pour le coup, gros connard. Voilà, on ne quitte pas sa copine avec qui on est depuis 5 ans, comme ça, d'un claquement de doigts, en disant, maintenant c'est terminé, je vais aller voir ailleurs. Et donc notre Rachel, elle est vraiment mal, elle a l'impression que sa vie vient de s'effondrer devant elle. Mais dans son malheur, elle a quand même la chance d'avoir 2 amis avec qui elle est très proche, donc Emily d'un côté et Matthew de l'autre, qui est un éternel gay. Et sa copine, elle court après les hommes, elle est tout le temps célibataire, mais elle craque pour son frère. Et elle veut pas qu'elle sorte avec son frère parce que son frère, c'est aussi un gros connard qui passe son temps à passer d'une fille à l'autre et elle trouve que sa copine mérite mieux. Et donc, ces 2 amis, une fois qu'elle va leur dire que Simon l'a laissé tomber, ils vont pas la lâcher.
Ils vont rester avec elle et ils vont lui dire écoute ma fille, voilà, t'as jamais été célibataire dans ta vie et maintenant on va t'apprendre à être une bonne célibataire et pour ça on va dresser une liste de 10 choses que tu devras faire dans les 15 jours. Et bon, ben moi, quand je vois la liste, sincèrement, je pense que je suis pas capable d'en faire la moitié parce qu'il y a quand même des points où je me suis dit, mais non, j'aurais pas fait ça. Et Rachel, bon, il faut savoir que c'est aussi un peu une maniaque, elle a des tocs et il faut toujours qu'elle fasse des listes pour tout. Sa manière d'être assurée dans la vie, donc d'avoir une liste de choses à accomplir pour être la parfaite célibataire, ça va l'inciter aussi à aller bien et ne pas se morfondre, à rester dans son lit, à se lamenter sur son sort. Et donc elle va tenter de faire les 10 choses que ses amis lui ont demandé de faire sur cette liste. Et mais purée, j'ai kiffé quoi. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Non seulement ça nous permet, nous, en tant que filles célibataires, déjà, ça vous donne une leçon de vous dire, les filles, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes seule, vous êtes ci ou pas. Acceptez d'être avec vous-même, de prendre du temps pour vous, profiter de ces choses-là. Donc déjà, moi, ça, j'ai vraiment adoré. C'est qu'elle va vraiment se rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'avoir un mec tout le temps dans sa vie pour être heureuse. Ça, j'adore. Et toutes les choses qu'elle va faire, la manière dont elle va voir les choses. Voilà, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Et qui voilà. Regardez, regarde, c'est qui là? Oh oui. Encore? Oh oui. Tu aimes maman? Oui. Allez alors, installe-toi. Voilà. Donc évidemment, vous vous doutez qu'il y a aussi une partie romance dans le roman. Et j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu. Si vous voulez, quand j'étais célibataire, voilà, j'allais souvent sur internet pour essayer de rencontrer des garçons, pour essayer de voir si j'avais des affinités, parce que moi j'avais, voilà, mon objectif de ma vingtaine, c'était de trouver le bon et d'être bien en couple. J'avais l'impression que si je réussissais déjà cet objectif-là, eh bien j'aurais déjà réussi une bonne partie de ce que je voulais entreprendre. Et vous voyez, j'ai réussi. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu le même cheminement que moi. Je me suis demandé, tiens, est-ce que les autres filles font ça aussi? C'est qu'on voit qu'il y a plusieurs mecs qui s'intéressent à elle. Et c'est comme si, bon, elle les gardait tous les trois en option, en se disant, bon, ben, ça peut aller avec celui-là ou avec celui-là. Et à un, elle les élimine en disant, non, non, ça ne va pas jusqu'à temps de garder le bon. Et moi, ça m'a plu parce que ça m'a fait penser un petit peu à moi et à ma façon de voir les choses en tant que célibataire. C'est pas bien, on a l'impression que je faisais mon shopping sur Amazon. Mais voilà, j'avais envie d'être en couple, j'avais envie de trouver le bon. Et bon, en fait, ça s'est fait naturellement, en fait. Mais ça m'a rappelé moi pendant une certaine période. Et je dois dire que l'aspect romance, il m'avait fait tourner en bourrique jusqu'à la dernière seconde. On voyait bien qu'il y avait un des garçons qui prenait un peu plus d'ampleur et on avait l'impression qu'elle ne le voyait pas. Et on a envie de lui secouer les puces et lui dire mais purée Rachel, tu vois pas, c'est lui qu'il te faut quoi. Et ça va jusqu'au bout du roman, vous savez pas si et moi j'ai trouvé ça bien fait parce que d'habitude dans les romans on se dit c'est tellement prévisible, on sait déjà à l'avance comment ça va se terminer. Et là jusqu'à la dernière seconde vous vous demandez ce qui va se passer. Voilà, enfin bref, ça a été une super découverte. Moi j'ai vraiment adoré ce roman et je vous le conseille. Alors on y vient maintenant à ma bête noire de la semaine dernière. Donc il s'agit de Player One de Ernest Klein, publié chez Michel Lafon. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Hein. Voilà. Alors que encore hier, j'étais à 120 pages, je crois, et j'ai lu hier plus de 100 pages. Parce que ça s'est enfin débloqué. Ça y est, j'ai eu le déclic avec ce roman. Et là, maintenant, il me tarde c'est de retourner lire pour pouvoir l'achever. Parce que je trouve que l'histoire est super bien faite. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, on est en 2044. Il faut savoir qu'on est un petit peu dans le prolongement de la crise actuelle. Sauf que cette crise, au lieu d'aller en s'améliorant, ça va en empirant. Donc, c'est de pire en pire. Le monde, c'est pas un monde dans lequel on a envie de vivre. Hein. Vous vivez dans des caravanes qui sont entassées l'une sur l'autre et qu'on appelle des piles. Il y a du rationnement au niveau de la nourriture. Les gens sont pauvres. Il y a des gens évidemment qui sont toujours riches. Ça ne change rien. Mais bref, c'est vraiment pas un monde enviable. Et les gens se cachent dans une sorte de réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis et qui a été créée par un certain Monsieur Hallyday, James de son petit prénom. Et donc il a créé tout un monde virtuel un peu à la Second Life, où vous créez un avatar, vous avez de l'argent sur ce monde-là pour vous acheter des vêtements, une maison, pour visiter des mondes, des tchic-ou-tchak, enfin c'est un énorme machin, mais vraiment sophistiqué à l'extrême quoi.
Et donc, au début de l'histoire, on suit un jeune garçon qui s'appelle Wade, qui, euh, qui est fan de l'Oasis, enfin, il est fan de tout ça, c'est un vrai geek, et il nous explique un petit peu qu'il y a 50 de là, Monsieur Hallyday est décédé sans laisser d'héritier. Et donc se pose un peu la question, mais son héritage, qui va hériter d'Oasis et qui va hériter de son immense fortune? Et comme Hallyday est un joueur, un gamer qui ne pense qu'à concevoir des jeux, il a créé une petite surprise, c'est-à-dire qu'il a fait une petite vidéo pour expliquer qu'en fait, sa fortune, eh bien, il va léguer à la première personne qui arrivera à déjouer un petit peu son jeu à l'intérieur de l'Oasis qu'il a mis en place. Donc tout démarre d'une énigme pour trouver une clé de cuivre qui ouvre un portail. Il faut passer le premier portail pour trouver une autre clé qui est la clé de jade, passer le second portail, de là il y a encore une clé à trouver pour ouvrir le troisième portail, et celui qui arrive au bout du troisième portail, eh bien il remporte le jackpot. Bon, vous imaginez un petit peu qu'à cette annonce, ça a fait... voilà, tout le monde a commencé à chercher l'œuf d'Hallyday, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. D'ailleurs, les chasseurs sont devenus des chasseurs. Et notre ami Wade s'est mis dans cette course-là, surtout que bon, il sait que Hallyday est fan de toute la période des années 80. Il étudie les jeux vidéo, les films, les séries de toute cette époque. Il y a un bouquin, donc c'est une sorte de journal d'Anorak, qui est le journal d'Hallyday, où il y a plein de références. Il a regardé tous les épisodes, il a regardé les films 1 million de fois, il connaît les répliques par cœur. Et il se dit, voilà, moi je veux mettre toutes les chances de mon côté parce que je suis sûre qu'Hallyday, il a mis des éléments de tout ce qu'il aimait dans toutes les énigmes et compagnie. Et donc, l'histoire commence, Wade nous dit que pendant 5 ans, le tableau avec les 10 meilleurs scores est resté vide, jusqu'au jour où une nuit, paf, il y a un nom qui est apparu, la première personne à avoir découvert la clé de cuivre. Et c'est lui. Voilà. Et donc c'est là qu'on démarre l'histoire. Donc il nous explique un petit peu comment il a réussi à trouver la clé de cuivre. Et puis évidemment tout le voyage ensuite. Alors bon, je ne peux pas affirmer que c'est lui qui va gagner. Hein, j'en ai aucune idée en fait. Hein. On l'espère. On se dit que ça doit être le cheminement normal du jeu. Mais voilà. Et là maintenant on est je suis arrivée au deuxième portail. Non, pas encore. Je suis toujours à la recherche de la clé de jade avec Wade. Et j'adore parce qu'il se passe plein de trucs, il y a beaucoup de suspense, c'est une quête qui est vraiment prenante. Et il y a des choses hallucinantes qui arrivent. Et depuis hier, je vous avoue que je suis complètement dedans. Voilà, bon, j'oublierai pas que j'ai eu un début difficile. J'oublie pas non plus qu'il y a des références qui me passent totalement à côté parce que je suis une quiche en matière de jeux vidéo, que je suis une quiche en matière informatique et que je suis une quiche en matière d'années 80 puisque étant donné que c'est quand même dans les années 80 que je suis née et que j'étais petite à ce moment-là, c'est pas la période qui m'a marqué le plus. Vous m'auriez mis les années 90, je pense que j'aurais pu déjà déceler plus de choses. Maintenant, il y a des trucs qui me font sourire, parce que quand je vois des références que je connais, je dis « Ah, enfin !» Voilà, donc je vous en dirai plus sur la fin la semaine prochaine, mais en attendant, je prends mon pied avec celui-ci. Alors, ensuite, je dois lire en même temps, parce que moi j'ai continué ma veine. Vous savez, je lis un peu Player One et un autre bouquin pour ne pas avoir de panne. Mais du coup, maintenant que je suis bien dans celui-là, je vais peut-être le finir en une fois. Mais en tout cas, j'ai prévu une autre lecture en parallèle qui est le tome 2 de Revenant. Que la mort nous sépare de Amy Plum, paru chez Milan Macadam, une couverture juste magnifique. J'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver Kate et Vincent. Donc à mon avis, celui-ci, je vais le lire avec beaucoup de plaisir et très rapidement. Et bien voilà, on a fait le tour sur mes petites lectures de la semaine et on se retrouve tout de suite pour le IMF. Alors, on va terminer cette petite vidéo par mes dernières acquisitions. Alors, il y a tout d'abord celui que je viens de vous présenter, donc Que la mort nous sépare, le tome 2 de Revenant de Amy Plum aux éditions Milan Macadam. Regardez-moi cette couverture, c'est juste... Oh, je la mangerai tellement qu'elle est jolie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ma pupuce? Tu regardes papa? Tu regardes papa? Oui? Papa, il a un petit biscuit, il t'en donne pas. Oh, qu'il est méchant, papa. Oui, oui. Montre pas ton petit derrière à la caméra. Hein, qu'il est méchant, papa. Regarde. Il mange? Tu vas aller voir papa? Allez, alors, va vite. Va vite voir papa. Qui ne lui donnera rien, évidemment, mais bon. Et ensuite, il y a Time Riders, le tome 4.
Si mes souvenirs sont bons, bah oui, il est marqué là. Donc La guerre éternelle de Alex Caro, paru chez Milan. Et enfin, bon, bah, c'est pas un livre, mais il y a le tome 2, enfin le tome 2, le numéro 2 qui est sorti il y a quelques jours et qui est disponible en France. Donc voilà, j'ai laissé tranquille ma petite Galéane pour me le faire rapatrier en Belgique avec des frais de port exorbitants. Et je me le suis acheté vendredi, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Enfin un petit peu, mais pas beaucoup. Donc il s'agit du numéro 2 de Cake Design France. Donc c'est le nouveau magazine qui a trait tout ce qui est au cake design, forcément, donc à la décoration de gâteaux. Et encore une fois, donc on nous montre ici plein de petits tutoriels pour faire des décos pour Pâques. Et ce que j'aime bien ici, c'est que vous avez un petit comparo. Non, voilà, je vais y arriver. Un petit comparo avec toutes les pâtes qu'on peut utiliser pour le cake design. Donc vous avez la pâte à sucre, la pâte à fleurs, la sugar dough, donc c'est de la pâte à modelage, de la pâte d'amande et de la pâte chocolat. Donc perso, j'ai utilisé la sucre et la chocolat. J'ai aussi utilisé du massepain qui n'est pas vraiment de la pâte d'amande, qui n'est pas très facile à étaler, ça je vais vous le dire. Ça se casse beaucoup, ça se déchire. J'aimerais bien essayer la pâte d'amande parce que je suis pas très fan de la pâte à sucre. En fait, ça n'a pas de goût et ça devient vite écœurant quand il y en a trop. Donc j'essaye de pas trop en mettre sur mes gâteaux. Mais voilà, donc moi je pense qu'à l'avenir j'opterai plus pour la pâte d'amande et la pâte chocolat qui est vraiment comme ça. Voilà, donc ça c'est le tome 2, j'en ai une bonne, le numéro 2 de Cake Design France. Donc le magazine est vendu 4,90 € en France. Chez nous, en Belgique, parce que bah oui c'est plus cher, hein, c'est 5,30 €. Voilà, mais bon, 5,30 €, c'est quand même moins cher que l'acheter en France avec les frais de port pour la Belgique. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé chez mon libraire. Surtout qu'il m'a dit qu'il l'avait eu depuis 2 jours quand je l'avais cherché, donc j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, alors avant de refermer cette petite vidéo, j'ai juste un petit truc à vous dire, c'est que je suis en train de vous préparer une surprise sur le blog. Je ne peux rien vous dire pour le moment, je vais juste vous laisser mariner. Le pire, c'est que je suis même pas sûre d'aller au bout parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, mais j'espère que vous apprécierez. Voilà, donc normalement ce sera quelque chose de mensuel, mais bon, étant donné le temps que ça prend, il y aura peut-être des mois que je vais sauter. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous donne rendez-vous, peut-être pas à fin de semaine, mais en tout cas la semaine prochaine pour découvrir ce qu'il en est. Et si je venais à changer d'avis entre-temps, parce que ça m'aura pris énormément de temps, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!